À la une de l'actualité, des écoles inondées, effondrées ou occupées par les sinistrés, voilà les équations au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenue ce matin à la primature. Occasion pour les ministres concernés de faire des propositions afin de mieux coordonner les actions du comité. Ce jeudi 10 octobre restera longtemps gravé dans la mémoire des Sanois. Pour cause, le camp militaire a été inauguré par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara. Ce joyau architectural pourra enfin accueillir le 23e régiment d'infanterie motorisée. Cette volonté du chef suprême des armées à sécuriser les Maliens devrait porter un coup aux ennemis de la paix qui sévissent dans la région de San. Lancement ce matin de l'opération systématique d'immatriculation des parcelles au Mali. La phase pilote concerne les quartiers Zarni, Médina Koura, Kalabankoura et Kalabankoro Plateau. Elle sera plus tard étendue à d'autres quartiers de Bamako et à l'intérieur du pays. Le ministre en charge de l'urbanisme a fourni des explications au cours d'un point de presse. Ce jeudi ont été également lancées à Kati les activités de la campagne d'Octobre Rose. Cette campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus devrait permettre de dépister environ 50 000 femmes à travers le pays. Au Mali, le taux de mortalité lié à ces cancers est estimé à 1200 par an. Sport football, le Mali reçoit demain au stade du 26 mars la Guinée-Bissau au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Signalons que le Mali est deuxième avec 4 points et la Guinée-Bissau troisième avec 3 points. Le vainqueur de ce duel va se détacher avant la rencontre retour prévue le 15 octobre à Bissau. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir. Nous le disons à l'instant, des écoles inondées, effondrées ou occupées par les sinistrés, ce sont là quelques équations au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenue ce matin à la primature. Occasion pour les ministres concernés de faire des propositions afin de mieux coordonner les actions du comité mis en place cette semaine. Des précisions avec Mamari Koné et Aliou Touré. C'est autour des premières conclusions des travaux du comité restreint mis en place auprès du ministère de l'Éducation nationale que s'est tenue cette deuxième réunion en une semaine du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'issue des débats engagés lors de la réunion de ce comité, des propositions de solutions urgentes ont été formulées. La libération des écoles occupées dans les meilleurs délais, l'affinement de la liste des affectés pour y élaguer les centres de développement de la petite enfance, c'est-à-dire les jardins d'enfants, l'affinement de la liste des écoles concernées en y ajoutant les effectifs d'élèves affectés, l'affinement de la liste des écoles concernées en désagrégeant les groupes scolaires en autant d'écoles qui les composent, chaque école étant une entité. L'affinement de la liste des écoles concernées en parlant plutôt de salles de classe. La prise d'action concrète et urgente pour que les ressources puissent être mobilisées et déléguées aux régions dans les meilleurs délais. La délégation des ressources au gouverneur avec les libellés conformes transmis par le ministère de l'Économie et des Finances. À la suite du ministre de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur a évoqué les actions en cours ou menées pour une bonne rentrée scolaire au niveau du supérieur. Le ministère entend beaucoup s'appuyer sur la digitalisation. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part fait cas des inondations des champs et invité les producteurs à penser déjà à la récolte pour éviter les pertes. Quant au commissaire à la sécurité alimentaire, il pense à la reconstitution du stock de sécurité nationale. En saluant le résultat des travaux, le Premier ministre a invité les départements à faire parvenir les observations au ministère de l'Éducation nationale. Donc, au bénéfice des échanges qu'il y a eu, je souhaiterais que vous suiviez votre programme, c'est-à-dire la réunion des techniciens demain vendredi, afin qu'en début de semaine, on puisse avoir une idée de la situation générale et pouvoir l'exposer au chef de l'État, qui puisse donner les instructions appropriées afin que la question des inondations soit prise à bras le corps comme toutes les autres
grandes catastrophes naturelles. A noter que sur la période du 7 au 10 octobre 2024, il a été enregistré 10 cas d'inondation dans les régions de San, Koutiala, Koulikoro et dans le district de Bamako. 18 cas d'effondrement sont recensés dans la région de Koulikoro, 10 dans celle de Koulikoro et 7 dans le district de Bamako. On déplore toutefois 5 cas de perte en vies humaines. Au total, pendant cette période, 73 804 personnes ont été sinistrées. La commune de Zebala, dans la région de Koutiala, a reçu en 24 heures plus de 260 mm de pluie. Décédée le mardi dernier, l'ancienne première dame Traoré Mariam Sissoko sera accompagnée demain en sa dernière demeure. À quelques heures des obsèques, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'est rendu au domicile de feu général Moussa Traoré. Après avoir présenté les condoléances de la nation à la famille de la défunte, le chef du gouvernement a promis que Traoré Mariam Sissoko aura droit aux honneurs dus aux premières dames. Nous retrouvons Mamadi Koné et Aliou Touré. Apporter la compassion du gouvernement et celle du peuple malien à la famille de feu Traoré Mariam Sissoko rappelé à Dieu le mardi dernier. Traoré Mariam Sissoko aura droit aux honneurs dus aux premières dames. La famille a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement et le Premier ministre pour l'attention dont la famille Traoré est l'objet. La famille et les amis du feu général Moussa Traoré ont d'ailleurs salué la fidélité du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à feu général Moussa Traoré et à sa famille. Traoré Mariam Sissoko a été première dame du Mali de 1968 à 1991. Elle est née le 4 novembre 1944 à Kati, d'ores en paix. Dans le cadre de sa deuxième phase d'appropriation, le programme national d'éducation aux valeurs a été présenté aux légitimités traditionnelles, aux confessions religieuses, aux membres de la société civile, entre autres. Objectif, amener tous à prendre conscience de nos valeurs sociétales, telles que le courage, le respect de la parole donnée, le don de soi pour sa patrie, l'honnêteté et le travail bien fait. D'autres détails avec Souleymane Kenzan Sidibé. Le Mali, sous le leadership du président de la transition, a entrepris de créer les conditions d'un changement de système au sein de notre État et de faire la refondation, la vision pour toutes les causes de la crise multidimensionnelle que vit le pays depuis l'année funeste 2012. C'est ainsi que le colonel Assimi Goïta a instruit au gouvernement d'élaborer un programme d'enseignement et d'éducation civique et patriotique sur le respect des valeurs et la bonne gestion du bien public. L'éducation aux valeurs consiste à former et armer le citoyen en lui faisant acquérir une culture morale et civique pouvant lui permettre de participer effectivement à la vie sociale et économique et de s'assumer pleinement face aux devoirs dans un monde en pleine mutation. Je suis persuadé que vous tirerez toutes et tous un bénéfice certain de cette session d'appropriation des PNF qui a pour vocation d'outiller les citoyens maliens tout au long de sa vie, du foyer familial au cadre communautaire jusqu'au niveau de l'État et dans la vie active, en l'éduquant au respect des valeurs socio-culturelles et à la bonne gestion des affaires. Le PNF a été présenté à l'auditoire en Bamana avec l'animateur des radios clés du Amélie Diarra et en français. Il se décline en 5 axes avec des objectifs spécifiques. Il dégage également une typologie des valeurs à faire valoir pour l'avènement du Mali Koura, du Mali Denkoura. Ces valeurs ont pour nom l'honnêteté, l'amour de la patrie, le courage, la détermination, l'amour de la vérité et de la justice. Les questions ont porté sur le respect de la justice, la lutte contre l'injustice, l'impunité, le respect de la chose publique. Et transition, trouver l'expertise judiciaire au service d'une saine distribution de la justice. Le sujet est au centre des premiers états généraux de l'ordre des experts judiciaires du Mali qui se sont ouverts ce matin ici à Bamako. L'objectif est de faire l'examen sans complaisance de cette profession et définir ses nouvelles orientations. La formation continue des experts judiciaires, leur rémunération sont entre autres questions qui seront abordées au cours de ces assises. C'est ce que nous dit Siaka Kounati.
Après les avocats, les notaires, les huissiers et commissaires, c'est au tour des experts judiciaires de tenir leurs états généraux pour faire le diagnostic de cette profession et définir ses nouvelles orientations. Le présent état général ambitionne de dresser un état des lieux, des propositions, des réponses aux défis, plaçant l'expertise judiciaire au centre de la refondation de nos systèmes judiciaires. L'ordre des experts judiciaires donnera les moyens d'être au rendez-vous, à commencer par soutenir les initiatives et actions du ministre. Nous avons déjà posé le diagnostic et les réponses appropriées seront apportées. L'ordre des experts judiciaires a décidé de débattre avec les restes de la famille judiciaire du thème « L'expertise judiciaire au service d'une saine distribution de la justice », un thème pertinent et évocateur quand on sait que cette profession est peu connue du grand public alors qu'elle joue un rôle important dans les procédures judiciaires car elle donne des renseignements et avis techniques aux magistrats sur les dossiers que ceux-ci sont appelés à juger. Outre le rôle de l'expertise judiciaire dans la bonne distribution de la justice, les débats porteront sur la prise en charge des frais de l'expertise judiciaire. Tout en louant le rôle et la place des experts judiciaires dans la bonne distribution de la justice, qui justifie pleinement leur présence de plus en plus marquée dans les procédures judiciaires, je voudrais inviter chacun à s'interroger sur la problématique liée au coût de la justice, car la rémunération des experts judiciaires est un facteur limitatif pour l'accès à une bonne justice, pour ne pas dire une bonne distribution de la justice. Tout en reconnaissant le droit des experts judiciaires à être payés conformément à leur barème, il y a lieu de réfléchir à un mécanisme permettant de prendre en charge les coûts de leur intervention dans les procédures judiciaires, notamment à travers la mise en place d'un fonds dont il conviendra de déterminer les modalités de financement et de mobilisation. Le président de la délégation spéciale de la commune 4 a insisté sur la formation continue des experts judiciaires, l'actualisation de leurs connaissances, le renforcement de leur collaboration avec l'institution judiciaire, un ordre désormais régi par une nouvelle loi en date de décembre 2023 qui renforce ses attributions et qui remplace celle de février 1988 créant cette organisation. Et nous partons à 100. Ce jeudi 10 octobre 2024 est une date qui restera longtemps gravée dans la mémoire des Sans-Noirs. Pour cause, le camp militaire a été inauguré ce jour par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara. Bâti sur une superficie de 500 hectares, ce joyau architectural pourra enfin accueillir le 23e régiment d'infanterie motorisée. Cette volonté du chef suprême des armées à sécuriser les Maliens devrait porter un coup aux ennemis de la paix qui sévissent dans la région de 100. La correspondance de Drissa Koné. Dans ces derniers temps, la région de 100 et environ ont été agitées par le mouvement des groupes armés terroristes. D'où la nécessité absolue d'un camp militaire dans la région de 100. Et c'est ce joyau architectural bâti sur une superficie de 500 hectares qui est inauguré ce jour 10 octobre 2024 par le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une date désormais gravée dans les annales de l'opérationnalisation de la 17e région. C'est pourquoi les populations de 100 sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Après la pose de la première pierre, le 23 mai 2023, nous voici aujourd'hui, le 10 octobre 2024. Une chance pour chacun et chacune de nous d'être ici présents ce matin en tant que témoin de l'ouverture du camp militaire de la région de 100. Ce nouveau camp militaire, véritable joyau architectural, fortement attendu par les populations de la enracinée dans la mare Sanké, couverte par la densité des feuillages du Boitou et du Miankala, sera indubitablement préservée de l'incursion des terroristes qui sèment souvent terreur et désolation.
Positionné à Ségou par manque d'emprise, le 23e régiment d'infanterie motorisée pourra enfin intégrer les lieux qui lui est destiné afin de faciliter la traque des ennemis de la paix qui perturbent la quiétude des populations. Les infrastructures ainsi réalisées abriteront le 23e régiment d'infanterie motorisée placé sous le commandement de la région militaire numéro 2, c'est-à-dire la région militaire de Ségou. L'infanterie, qui est la reine de la bataille, toutes les autres forces de l'armée de terre concourent à son succès, parce qu'elle est la première sur le terrain et c'est avec elle qu'on occupe le terrain. Ce camp n'est pas seulement un bâtiment, il représente notre détermination à garantir la paix et la sécurité, à la fois pour notre pays et nos alliés. Ce camp qui augure le renouveau est une vision et une détermination du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à mettre les FAMA dans les conditions idoines. Les travaux exécutés dans le délai par l'entreprise en service, le camp répond à toutes les commodités. Ce joyau militaire, s'étendant sur 500 hectares, vient harmoniser les dispositifs et le maillage sécuritaire des sangs. Désormais, transformé en ville garnison, hautement sécurisé. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui répond pleinement à la vision édictée par le chef de l'État. En effet, il se compose de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, d'infirmerie, de hangars mixtes pour engins, d'un réseau d'adduction d'eau et d'électricité, d'éclairage public, d'un système de sécurité très avancé. Il vient, à tout point de vue, combler les attentes que j'avais émises lors de la cérémonie de pose de la première pierre, à savoir garantir à nos forces un recrutement suffisant en nombre et en qualité, un équipement à la hauteur de leur ambition, ainsi que l'amélioration subséquente de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs présents ont été remis au ministre Camara, dont 4 bœufs pour dire au bismillah aux militaires qui occuperont bientôt les lieux. Une visite guidée du camp a suivi cet acte hautement apprécié par l'hôte du jour. Le ministre Sadio Camara, dès son arrivée, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices de la ville de San. Une autre bonne nouvelle, dans le cadre de la fixation des tarifs des hydrocarbures, la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers de l'Office malien des produits pétroliers a tenu sa réunion à compter de demain, vendredi 11 octobre. Les prix du supercarburant et du gasoil connaîtront une baisse de 50 francs CFA chacun. Quant au gaz butane, il reste inchangé. Pour plus de précisions, écoutons Modibo Gouroudjal, président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers. Il est au micro de Boubacar Bablé Touré. Dans le cadre de la tenue de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers, la réunion s'est réunie ce matin à l'Office malien des produits pétroliers, OMAP, pour analyser les différents paramètres, notamment les prix fournisseurs des produits pétroliers liquides. C'est ainsi que, compte tenu de la situation des produits pétroliers sur le marché international, les autorités de la transition soucieuses de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs ont décidé de procéder à des baisses de prix à la pompe. Pour compter de ce jeudi à 0 heure, les prix seront affichés comme suit. Le supercarburant passera de 850 à 800 francs le litre. Maintenant, quant au gasoil, le prix va passer de 800 francs CFA à 750 francs CFA. Là aussi, pour chacun des deux cas, la baisse est de 50 francs par litre. Pour le gaz butane, le prix reste inchangé.
Lancement ce matin de l'opération systématique d'immatriculation des parcelles au Mali. La phase pilote concerne les quartiers Zerni, Médina-Koura, Kalabankoura Sud et Kalabankouro Plateau dans le cercle de Kati. Elle sera plus tard étendue à d'autres quartiers de Bamako et à l'intérieur du pays. Les explications ont été données au cours d'un point de presse animé par le ministre en charge de l'urbanisme. Le compte rendu de Aloussine Touré. Le nouveau code domanial et foncier de la République du Mali prévoit comme seul document de propriété le titre foncier. Il vise la transparence dans le secteur du foncier. Quant à l'opération d'immatriculation des parcelles, elle va permettre aux usagers d'accéder facilement aux dits documents et contribuer à identifier les parcelles légales de celles qui ne le sont pas. Une commission a été mise en place au sein du département pour piloter cette activité. Les problèmes fonciers sont multiples et nombreux dans notre pays. Et beaucoup de gens en souffrent. Donc le chef de l'État nous a instruit de trouver des solutions à ces problèmes. Et l'une des solutions à ces problèmes, c'est l'immatriculation systématique des parcelles. Le gouvernement du Mali a pris le 24 décembre 2020 une ordonnance portant loi domaniale et foncière. Ce nouveau texte législatif en matière de gestion domaniale et foncière, qui a été approuvé après par le Conseil national de transition en octobre 2021, ne prévoit que le titre foncier comme acte de propriété. C'est-à-dire que tout détenteur d'une parcelle de terrain, pour prouver sa propriété, doit posséder un titre foncier. C'est ça les nouvelles dispositions de la loi domaniale et foncière. Et cette loi a prévu une période de 10 ans pour que les citoyens qui détiennent des titres provisoires, qui, après mise en valeur, peuvent être transformés en titres fonciers. Étant entendu que nous avons décidé désormais qu'en République du Mali, il n'y a que le titre un géomètre va se présenter. Ces géomètres, ils seront munis de ce qu'on appelle une réquisition, donc un ordre de mission qui leur permettra de faire ce travail. C'est la seule chose qu'on demande aux citoyens. Vraiment, leur collaboration, leur compréhension, que s'ils voient un géomètre qui vient, c'est uniquement pour délimiter la parcelle. Que nous avons fait par zone. Une fois qu'une zone est terminée, nous allons faire des communiqués pour informer les citoyens que dans tel quartier, tous les titres fonciers, toutes les parcelles qui existent là-bas sont immatriculées. Celui qui souhaite avoir son titre foncier, il peut se présenter au niveau des services des domaines concernés. À la fin du processus, l'ensemble des parcelles légales seront identifiées, immatriculées avec un titre foncier. L'opération concerne l'ensemble du pays. Ce communiqué pour poursuivre ce journal, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable attire l'attention de la population malienne que suite à la situation exceptionnelle d'inondation et de montée des eaux consécutives aux effets des changements climatiques, certains animaux aquatiques et non aquatiques sont emportés par les torrents et se retrouvent piégés à des endroits inappropriés et parfois parmi la population. Par conséquent, il est demandé à la population de garder son sang-froid lorsqu'elle se retrouve en présence d'une telle situation, de ne pas agresser l'animal, de se mettre à l'abri et de faire appel au service des eaux et forêts et le plus proche ou appeler les numéros suivants 76 44 58 42, 75 13 04 32,
76 23 96 53. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Et je vous le disais, lancement ce jeudi à Kati des activités de la campagne d'Octobre Rose couplée au lancement du programme Hassanat. Cette campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus devrait permettre de dépister environ 50 000 femmes à travers le pays. Au Mali, le taux de mortalité lié à ces cancers est estimé à 1200 par an. La cérémonie de lancement de la campagne était présidée par la marraine de l'événement, colonel Assa Badialo Touré. On fait le point avec Koumba Sissé. La campagne d'Octobre Rose de l'année dernière a permis de dépister plus de 680 400 femmes. Parmi ce nombre, 12 000 cas de lésions précancéreuses ont été enregistrés. Malheureusement, le Mali compte environ 1200 décès par an. Les activités de cette troisième édition qui viennent d'être lancées à Kati se fixent comme objectif d'atteindre 50 000 femmes et filles à travers tout le pays. Le thème de cette année 2024 est l'accès au dépistage et à la vaccination anti-HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du col et du sein. Au Mali, nous en sommes à notre troisième édition, mais on dit nous sommes un bébé qui bouge très bien parce qu'à 3 ans déjà, nous avons fait beaucoup d'efforts. Selon le registre des cancers de 2020, le cancer du sein constitue le premier cancer féminin avec un taux de 28,8% de tous les cancers enregistrés, suivi de celui du col de l'utérus à 25,1%. Ces données témoignent de l'ampleur du problème auquel les femmes maliennes sont confrontées et met en exergue les défis y afférents pour lesquels l'UNFPA vous réitère son engagement. En plus de l'engagement des ONG, du collectif des associations de lutte contre les 2 cancers, cette année, la Fondation FAD se lance dans cette lutte à travers son programme Hassanat. Le programme Hassanat qui sera déployé dans la zone de Kati s'aligne aux objectifs du développement durable prescrit par l'OMS. C'est lui de vacciner 90% des filles de 9 ans à 14 ans, dépister 70% des femmes entre 20 à 45 ans et prendre en charge de façon correcte et effective jusqu'à la rémission 90% des femmes atteintes de cancer. Les cancers seront 2020. J'ai été dépistée positive au cancer du sein en 2020. Mes 2 seins ont été amputés le même jour en 2021. Nous sommes victimes de toutes sortes de moqueries. Je veux que mon exemple serve de leçon aux autres femmes pour qu'elles aillent se faire dépister tôt. Lors de ce lancement, des équipes mobiles étaient sur place pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Et cette initiative continuera pour toucher le maximum de femmes. Message entendu et le monde célèbre ce 11 octobre la fille. Les festivités au niveau national auront lieu demain vendredi au Centre international des conférences de Bamako avec pour thème l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation. À cette occasion, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans son message, revient sur l'importance du thème et les actions entreprises par les autorités de la transition afin de faire des filles un levier important de la refondation. La synthèse du discours avec Awadit Makamara. La fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Une fille éduquée est une femme consciente de ses droits et de ses responsabilités et surtout porteuse d'espoir. C'est dans cet état d'esprit que la Journée internationale de la fille a été instituée le 11 octobre 2012. Cette journée vise à mettre en lumière les défis auxquels les filles sont confrontées. Le ministre en charge de la promotion de la femme aborde la question sous l'angle de la responsabilité partagée. Sa célébration offre aux acteurs de protection et de promotion des droits de l'enfant, singulièrement de la fille, l'opportunité de mener les plaidoyers et de sensibiliser l'opinion sur les principaux défis liés à l'émergence et l'autonomisation des filles, d'établir les progrès enregistrés
en termes d'égalité et de jouissance des droits entre les filles et les garçons dans les grands domaines de développement du pays. Cette journée est également l'occasion de célébrer les réalisations des filles et de mettre en avant leur courage, leur résilience et leur détermination. Les différents examens de cette année ont affiché nettement des résultats très satisfaisants dans les rendements des filles et plus particulièrement dans les filières scientifiques. Face à ces dynamiques et résultats encourageants, le Mali a décidé de célébrer la Journée internationale de la fille sous le thème national suivant: l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation de l'État à travers l'éducation. Le choix de ce thème est une invite à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans les questions éducatives à faire de l'éducation des filles, surtout dans les domaines scientifiques, une priorité. Au Mali, les filles font face à des obstacles importants qui limitent leur accès. C'est de l'épanouissement de l'enfant. Ces mesures politiques ont fortement contribué à créer et améliorer les conditions d'autonomisation de la femme et d'épanouissement de l'enfant dans un environnement social difficile, marqué par la crise sécuritaire et ses impacts sur les populations. La journée sera célébrée ce vendredi au Centre international des conférences de Bamako, une tribune appropriée pour le gouvernement et ses partenaires de mesurer le chemin parcouru et dégager des perspectives. Autre célébration ce jeudi, celle de la Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de rappeler les facteurs favorisant les maladies mentales avant de faire des plaidoyers en faveur des personnes atteintes. Cette année, l'événement est placé sous le signe du renforcement de la productivité et de la résilience, d'où le choix du thème. Il est temps de prioriser la santé mentale au travail. Tchemoko Konate. Une personne sur 4 est atteinte d'un trouble mental à un moment donné de sa vie. Et d'ici 2030, nous y sommes presque arrivés, la dépression sera la principale cause de morbidité dans le monde. Parmi ces maladies mentales, celles dites chroniques, telles que la schizophrénie, occupent la première place selon le professeur Baba Koumari, président de la Société malienne de santé mentale. Les causes étant multiples et variées, la nécessité s'impose de fédérer les énergies pour y remédier. Cette journée du 10 octobre dédiée à la santé mentale est une occasion de mener des actions de plaidoyer. On a mis l'accent sur la santé mentale et non sur la maladie mentale. Parce que la maladie, c'est restrictif, alors que la santé, c'est plus large. Voilà qui justifie le choix du thème. Il est temps de prioriser la santé mentale au travail. Dans notre contexte, où les défis liés à la sécurité et à l'accès aux services essentiels sont déjà si complexes, il est impératif de créer des espaces de travail où les individus se sentent protégés, soutenus et valorisés. Grâce à nos programmes, nous avons pu constater à quel point investir dans ces domaines est bénéfique, non seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises et la société dans son ensemble. Ainsi, le Corps médical international se présente comme un partenaire stratégique dévoué à la cause de la santé mentale au Mali. Un appui au gouvernement qui a enclenché un processus de mise en place des mécanismes susceptibles d'assurer une couverture sanitaire universelle. Des dispositions telles que l'institution de sécurité sociale et le régime d'assurance maladie obligatoire, aussi bien tout ce qui est régime de protection sociale, contribuent au bien-être des travailleurs en garantissant de meilleures conditions de vie et des soins de santé accessibles. Le gouvernement mettra en œuvre une stratégie de santé mentale et de soutien psychosocial pour garantir le bien-être au travail. Tout cela pour le bien-être de la population. Et toutes les initiatives allant dans ce sens sont les bienvenues.
Et la femme, on en reparle. Une soixantaine de femmes de 11 régions du Mali ont bénéficié cet après-midi de kits de saponification, de pose de henné, de maquillage, des dons qui devront contribuer à leur épanouissement car la plupart d'entre elles sont survivantes de VBG. La donation entre dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une cérémonie riche en émotions, nous dit Awadit Makamara. Ce sourire sur le visage de Fatoumata trahit les épreuves qu'elle a traversées durant des années. Survivante de violences conjugales, elle était dans le gouffre de la violence et de la peur. Aujourd'hui, elle franchit un pas vers la reconstruction et l'autonomie grâce au mois de la solidarité. Cette période de soutien et d'entraide offre à Fatoumata et 65 autres femmes un moyen de reprendre confiance en elles. Identifiées à travers les One Stop Center, elles reçoivent chacune des kits en saponification, pose henné, maquillage, coiffure et une enveloppe de 40 000 francs CFA. Au nom de mes sœurs bénéficiaires et à mon nom propre, je remercie tout le monde. Nous allons en faire bon usage. Les femmes bénéficiaires des kits d'activités génératrices de revenus et des fonds de roulement viennent de 11 localités différentes du Mali. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme FAFE, est appuyé par l'UNFPA. La valeur du don est estimée à plus de 45 millions de francs CFA. L'activité, il faut le rappeler, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de 2 programmes phares dont le Mali a bénéficié. Il s'agit du projet promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et lutte contre les violences basées sur le genre au Mali et au Niger. Sangaré Oumumba, figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes au Mali, loue l'initiative et invite les bénéficiaires à se reconstruire avec dignité et courage. C'est une activité de compassion pour les survivantes des violences basées sur le genre, qui est une conséquence de la barbarie humaine. Ces femmes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme doivent être soutenues et je pense que les plus hautes autorités ont compris cela. Et c'est un ministre visiblement comblé qui s'adresse à ses sœurs. Ces femmes qui, suite à des actes de VBG, se trouvent dans diverses situations de précarité, les rendant encore plus vulnérables. Leur retour à la vie normale demande un appui multiforme dont l'un des plus indispensables est la réinsertion économique. C'est en cela que la solidarité a tout son sens et s'adresse à toutes les entités de la société. Et la beauté du mois de la solidarité réside dans sa capacité à renforcer le tissu social à travers des activités de ce genre. Et lancement aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali des activités du mois d'octobre, qui est aussi le mois de la consommation locale. Le thème de cette 5e édition est Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Ce mois de consommer local a été institué par les ministres en charge du commerce dans l'espace UEMOA. Mamadou Fane nous en dit plus. Le consommer local a l'honneur pour la 5e fois consécutive. C'est à la faveur du mois d'octobre dédié chaque année dans l'espace UEMOA au mois de la consommation locale. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali entend respecter cette pratique, d'où le lancement aujourd'hui des activités de ce mois. Pour mieux célébrer ce mois et assurer le développement endogène, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à travers le secrétaire général, a mis en place une commission d'organisation. À l'instar de Bamako, toutes les délégations régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ont été invitées à initier les activités tout le long du mois d'octobre. Le consommer local
Les activités donc développées au cours des éditions passées du mois d'octobre, mois du consommé local, ont enregistré au niveau des États membres la participation de plusieurs exposants, de visiteurs professionnels ainsi que des consommateurs sensibilisés pour une meilleure adhésion à la consommation des produits locaux. Les éditions 2020, 2021, 2022 et 2023 du mois d'octobre, mois du consommé local, avaient été un franc succès dans notre pays. Je demeure convaincu que dans le cadre de cette 5e édition, beaucoup d'activités seront menées afin de promouvoir davantage le consommé local au Mali. L'objectif est certes d'accompagner les efforts de transformation des produits locaux dans notre espace communautaire, à travers notamment la promotion du savoir-faire national, mais il vise également à soutenir la production et les investissements dans les unités de transformation existantes. Plusieurs activités sont prévues pour cette 5e édition du mois de consommé local. Parmi celles-ci, on peut citer des expositions ventes, des formations et des panels qui seront animés par des experts sur les thématiques portant sur plusieurs filières de production. Et ce communiqué relatif à la levée temporaire de la suspension de l'importation et de la commercialisation des kits Starlink. Suite au communiqué du Conseil des ministres en date du 9 octobre 2024 annonçant la levée pour 6 mois de la suspension de l'importation, de la commercialisation des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink. L'AMRTP rappelle que l'importation et la commercialisation des kits Starlink se feront conformément aux lois et règlements en vigueur, à savoir enregistrement auprès de l'AMRTP, de la société Starlink et de ses différents partenaires assurant la distribution commerciale de ces services commerciaux. Les partenaires doivent disposer d'un agrément de Starlink, homologation auprès de l'AMRTP des différents équipements de Starlink avant autorisation d'importation dûment délivrée par les autorités nationales compétentes. Enregistrement et identification de l'ensemble des utilisateurs des services télécomtiques de Starlink au Mali via la plateforme mise en place par Starlink sous la supervision de l'AMRTP. Le respect des points ci-dessus énumérés est obligatoire pour toute personne physique ou morale voulant commercialiser ou utiliser des kits Starlink en République du Mali. Conformément à ses missions, l'AMRTP veillera au bon respect de ces dispositions. Les activités de la 2e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté ont été lancées ce mardi 10 octobre. La cérémonie de lancement a été marquée par un clic qui a lancé le portail web pour s'inscrire à ce programme de formation et d'éducation citoyenne à l'endroit des jeunes du Mali. Daouda Kone, reportage. Dans le cadre de la réforme du système de sélection des jeunes pour le programme à l'école de la citoyenneté, le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, donne le premier clic du portail web de ce programme. Il sera un des moyens mis à la disposition des jeunes pour s'inscrire au programme à l'école de la citoyenneté qui permettra de créer un lien entre la brigade citoyenne et les jeunes formés dans le cadre de ce programme. Il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est de déposer au niveau du département, au niveau du secrétariat général ici. Deuxième opportunité, c'est que nous avons créé un portail où les jeunes peuvent aller s'inscrire directement et s'inscrire et envoyer leur inscription pour le programme à l'école de la citoyenneté. Et le 3e volet, c'est de pouvoir déposer à nos directions régionales. Vous savez, nous avons lancé dès le début de ma prise de fonction un gros chantier qu'on appelle la brigade citoyenne. Et je pense qu'elle s'est fait remarquer un peu partout. Donc aujourd'hui, nous voulons créer des ponts, des liens entre ces différents acteurs, brigade citoyenne, école de la citoyenneté. Après la cérémonie de lancement, le ministre Fomba s'est entretenu avec les cadres du département. Cette rencontre vise à baliser le terrain pour être efficace dans la nouvelle approche enclenchée pour une jeunesse au service de la nation. Aujourd'hui, c'est un exercice que nous en profitons de cette rencontre pour pouvoir discuter également de ce volet-là, pouvoir créer ce pont et pouvoir faire des propositions beaucoup plus concrètes déjà au niveau du gouvernement
et peut-être au niveau du président pour que ce soit adopté, Inch'Allah. Les inscriptions sont donc ouvertes et prendront fin le 20 octobre 2024. Les cours de la deuxième cohorte du programme à l'école de la citoyenneté débuteront le 1er novembre et c'est jusqu'au 15 novembre 2024. Et cette nouvelle des FAMA, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que le 9 octobre 2024, aux environs de 11 heures, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste au sud-ouest de Saï, dans la région de Ségou. La réaction foudroyante des FAMA et le ratissage du secteur qui s'en est suivi a fait quelques blessés légers chez nos forces armées. Côté terroriste, le bilan lourd s'élève à plusieurs assaillants neutralisés et la récupération d'une quantité importante de matériel de guerre et de moyens logistiques dont 6 PM, 2 PMK, une mitrailleuse, des chargeurs, des grenades, des moyens de communication, des médicaments et plus de 30 motos. Le chef d'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes se poursuivent. Et les Maliens établis sur les continents africains, asiatiques, américains et européens sont disponibles à participer au développement du Mali. L'information a été donnée lors de la présentation du rapport 2023 du comité de suivi-évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation Sincère ANR en vidéoconférence. La session de restitution a établi un dialogue direct entre les membres du Sincère ANR et nos compatriotes de la diaspora. Les détails avec Seydou Traoré. 9h à Bamako, 12h à Jeddah en Arabie Saoudite, 15h au Canada, sans oublier les États-Unis, et c'est en vidéoconférence que les membres du Sincère ANR ont restitué les rapports d'activité de 2023 à nos compatriotes vivant dans le monde. Après la restitution, ces Maliens établis à l'extérieur n'ont pas manqué d'exprimer leur attachement à la patrie et disposés à apporter leur contribution au développement du pays. Il y a eu plusieurs préoccupations qui ont été en fait manifestées, mais en fonction des horizons et des géographies aussi. Maghreb, l'Asie, la Chine, l'Amérique et puis l'Europe. Et en fonction de ces zones géographiques, il y a des zones d'affaires et il y a des zones où vraiment l'intelligentsia s'est manifestée fondamentalement, notamment par exemple aux États-Unis, où nous avons eu affaire avec une intelligentsia vraiment qui veut contribuer pour le développement du pays. La Chine, nous avons rencontré en fait l'intelligentsia jeune. En Europe et dans les pays du Maghreb, c'est des régions vraiment d'affaires où les Maliens en fait se sont souciés de la question de la création de la banque d'investissement et des registres fonciers. Ils ont été informés des progrès réalisés dans l'exécution des actions relatives aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Une opportunité pour eux de formuler leurs perceptions sur l'état de la mise en œuvre des recommandations ainsi que leurs préoccupations dans le processus de la refondation de l'État. La diaspora veut effectivement qu'on aille à la création d'un cadre de concertation entre eux. Il est vrai qu'ils vont participer à l'Assemblée, au Sénat et au Conseil économique et social, mais la diaspora a besoin d'un cadre autonome de discussion pour contribuer au développement du pays. Et ces 2 jours de discussion nous ont permis effectivement de le noter et nous transmettrons à monsieur le chef de l'État, le président de la transition, nous transmettrons effectivement ces rapports particuliers pour qu'il puisse prendre des mesures idoines. Cette restitution a été possible grâce au concours des différentes ambassades qui ont tous mis en œuvre au niveau de leurs juridictions respectives pour que la restitution soit possible. La délégation de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali a validé ce mercredi le nouveau bureau dirigé par Senghor Sissoko dans la commune de Sitakili. On prépare à la cérémonie plusieurs personnalités de la commune. Envoyés spéciaux, Mohamed Sangaré et Gaussou Achtouré. Validé par la délégation de la Fédération nationale, le tout nouveau bureau est composé de 130 membres. Grands connaisseurs du secteur, Senghor Sissoko et ses hommes ont un programme précis pour conduire les destinées des orpailleurs de la commune de Sitakili. À peu près 7 axes
prioritaires ou ces objectifs à atteindre. Ces objectifs sont entre autres la bonne gouvernance, la sécurité avant tout, surtout la sécurité alimentaire, la défense des intérêts de tous les Européens du cercle de Kenyawa en général et ceux de la commune rurale de Sitakili. L'orpaillage est la principale source de revenus des habitants de la commune rurale de Sitakili. Cette activité stimule l'économie locale en favorisant par exemple les transactions commerciales, la restauration et l'hébergement. Il faut donc pour la Fédération nationale des orpailleurs du Mali réglementer les 10 secteurs. Je tiens à lui dire que ce bureau est un bureau de travail, ce n'est pas un bureau de vengeance et il doit tout faire pour travailler dans le respect strict des principes de la fédération. D'abord, le message que j'ai à lancer à l'endroit de tous les employés de la commune de Sitakili, c'est de donner la main. Deuxièmement, de travailler en conformité avec nos textes et en conformité avec la loi de notre pays. Après présentation et validation, Senghor Sissoko, à la tête d'un bureau de 130 membres, est ordonné à travailler pour le rayonnement du secteur de la commune rurale de Sitakili. Sport football, le Mali reçoit demain au stade du 26 mars à partir de 19h la Guinée-Bissau au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre sera importante en vue de la qualification. Après 2 journées, le Mali est 2e avec 4 points et la Guinée-Bissau 3e avec 3 points. Le vainqueur de ce duel va se détacher avant la rencontre retour prévue le 15 octobre à Bissau entre Bissau-Guinéens et Maliens. Abdul Karim Kaba nous donne plus d'explications. Nous sommes à Kabbalah, au centre pour sportifs de l'élite Ousmane Traoré, où sont internés les Aigles du Mali. Les Aigles du Mali affrontent ce vendredi les Urtus de la Guinée-Bissau. C'est le 2e contre le 3e. Et bien, c'est avec un moral de fer que les Aigles vont affronter cette formation de la Guinée-Bissau. Nous sommes avec l'un des attaquants de l'équipe nationale du Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous préparez cette rencontre? On prépare cette rencontre comme toutes les autres. On sait que ça va être un match difficile, mais on sait que si on met tous les moyens, on peut le faire à la maison avec tout un peuple qui nous soutient. On a à cœur d'effacer notre dernier match nul à la maison, donc on va tout faire pour gagner. Alors, la dernière confrontation remonte il y a de cela juste au début de l'année et le Mali avait remporté par 6-2. Alors déjà, est-ce que c'est un avantage pour vous? Ça dépend. Si on se dit qu'on a gagné 6-2 et qu'on repart comme ça sans travailler, sans se donner à fond, là on se trompe, ça va être compliqué parce que c'était qu'un match amical. Là, ils vont revenir avec de nouvelles intentions, donc c'est à nous d'être préparés. On va leur mettre une pression comme on sait faire à la maison. Et Niala Sanama Benya. C'est avec sérénité et engagement que les Aigles du Mali préparent cette rencontre de ce vendredi contre les Urtus de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, coach? Oui, naturellement, chaque rencontre, on est sérieux. Nous sommes l'équipe nationale, on représente, nous sommes des ambassadeurs du football malien et on espère que le stade est plein. Les spectateurs sont supportifs comme le dernier match contre Mozambique. Et on a besoin d'une bonne performance et un bon résultat. Je suis content avec l'équipe qui est là. On est concentré, on a bien travaillé les derniers jours. On a de bons joueurs et demain, ça doit passer. Ici au centre pour sportifs de l'élite Ousmane Traoré de Kabbalah, tout est fin prêt pour cette rencontre de ce vendredi. Eh bien, le capitaine nous confirmera l'état des joueurs, l'état d'esprit de cette formation des Aigles du Mali. Ça va, hein, on va très bien. Vous avez bien vu, on s'entraînait, il y a un bon mood. Voilà, on attend le match et voilà, on est prêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de cette formation malienne? Non, c'est comme toujours. On a toujours été soudés, toujours eu le même état d'esprit. Et voilà, c'est sur cette lancée qu'on va se baser pour entamer ce match. Que direz-vous aux Maliens pour venir massivement au terrain ce vendredi? C'est très important de venir soutenir l'équipe nationale parce que ça contribue aussi à pas mal de choses pour le pays. Donc voilà, je pense que c'est très très important demain. Ils le savent de toute façon, je sais qu'ils vont répondre présent parce qu'ils aiment le Mali, ils aiment les Aigles du Mali. Donc voilà,
C'est avec cet esprit de vainqueur et de gagneur que les joueurs du Mali, les Aigles du Mali, vont affronter les Djurtous de la Guinée-Bissau ce vendredi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La manche retour est prévue pour mardi 15 octobre 2024. Ce sera du côté de Bissau. Actualité AES à Moscou dans le cadre des journées économiques du Burkina en Russie. Le ministre burkinabé en charge de l'énergie et des mines a visité l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. Il s'agit d'une visite pour faire le point à mi-parcours du processus de construction d'une centrale nucléaire au Faso. Avec Rosatom, les discussions ont aussi porté sur d'éventuels boursiers pour des formations dans des filières nucléaires. Draman Guinée. L'agence russe de l'énergie atomique ouvre ses portes au ministère de l'énergie. Un 3e rendez-vous de l'année pour faire le point du processus de construction de centrales nucléaires au Burkina. Pour l'heure, ce sont les procédures administratives comme l'impose l'Agence internationale de l'énergie atomique. La feuille de route est signée, les 3 mémorandums aussi. C'est la dernière étape de la phase administrative qui est sur la table. La signature de l'accord intergouvernemental, document déjà élaboré. L'accord va permettre de pouvoir enclencher les autres procédures, notamment pour permettre le démarrage effectif des travaux de construction de la centrale nucléaire. Autre étape obligatoire, les travaux de groupe thématique entre Burkinabés et Russes. Bientôt, les techniciens seront sur le terrain pour la mise en œuvre des recommandations des mémorandums d'entente. Il s'agit de la formation, il s'agit du développement des infrastructures et la formation de l'opinion publique. Donc globalement, nous pourrons démarrer très rapidement ces travaux. Pour la prise en main du programme, le Burkina obtient 4 bourses pour la formation d'étudiants dans la filière nucléaire. Nous sommes parvenus à des conclusions qui nous permettront très bientôt, dès la fin du mois d'octobre, de pouvoir déployer sur le terrain au niveau des grandes universités russes les 4 étudiants qui vont déjà démarrer leur formation. Il s'est également agi de pouvoir augmenter le nombre de participation de ces étudiants. Et la partie russe a convenu d'ajouter 2 places et nous aurons les résultats très bientôt. Le projet nucléaire burkinabé est en bonne voie selon le ministre. Les 2 parties, burkinabés et russes, s'engagent à accélérer le processus. Et nous restons en Russie pour parler aussi des rencontres B2B entre opérateurs économiques russes et burkinabés, des journées économiques du Burkina en Russie, des moments d'échange et de partage de services et de contacts dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, le BTP, le commerce et la santé. Les investisseurs russes et burkinabés s'accordent sur des projets à court et à long terme. On fait le point avec Amadou Marcel Tau. En simultané et successivement, les rencontres B2B des journées économiques du Burkina Faso en Fédération de Russie tiennent sur 200 tête-à-tête programmés. Environ 300 opérateurs économiques russes et burkinabés multiplient les rencontres d'affaires ici à Moscou dans les secteurs allant de l'agriculture aux mines en passant par la transformation, le BTP et l'import-export. On a commencé à rencontrer pas mal d'opérateurs économiques russes et je vous assure que l'autosuffisance alimentaire réclamée par notre cher président Ibrahim Traoré, ça va être une vraie réussite parce que nous sommes là pour l'accompagner. On est venu juste pour rencontrer la partie russe, voir quelle est l'expertise qui nous est proposée, quelles sont les opportunités donc pour le milieu du BTP au Burkina et quelles sont en gros les opportunités que l'on peut avoir avec les Russes. Les différents opérateurs russes sont en échange direct avec les opérateurs burkinabés afin donc d'arrêter
des possibilités de renforcement de leurs relations, des possibilités donc de renforcement de ces échanges entre donc les acteurs du Burkina Faso et ceux de la partie russe. Ça touche beaucoup de domaines. La sécurité, l'industrialisation et la santé, notamment la recherche pharmaceutique. D'où l'intérêt de la partie russe pour le projet de réalisation du technopôle pharmaceutique au Burkina Faso. Les journées économiques 2024 du Burkina Faso en Fédération de Russie tiennent leurs promesses selon le ministre en charge du commerce. Pour lui, ce rendez-vous de Moscou ouvre une nouvelle ère dans la promotion économique et commerciale. Et pour terminer, la mission promotionnelle de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé au Niger a rencontré à Niamey les opérateurs économiques et chefs d'entreprise. Cette rencontre placée sous le thème « La contribution du port de Lomé à la résilience du Niger » se veut comme un cadre de partage d'informations et de renforcement de la coopération entre le Niger et le Togo. Compte rendu Mamadou Idrissa Maïga et Ali Abdoulaye. Arrivé à Niamey depuis le 6 octobre dernier, dans le cadre d'une mission de travail, la forte délégation de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé a rencontré le secteur privé nigérien ce matin. Ceci d'une part pour présenter aux chefs d'entreprise et opérateurs économiques nigériens les avantages et les opportunités qu'offre le port de Lomé, d'autre part échanger et recueillir leurs préoccupations concernant les opérations portière et de transit sur le corridor Lomé-Niamey. Le directeur général du port de Lomé qui conduit cette délégation l'a bien précisé dans son allocution. Plusieurs mesures ont été déjà prises à cet effet pour diminuer les tracasseries et réduire les délais de transaction. Ainsi, l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes et de la Confédération des États du Sahel et de la République togolaise, dont la réunion d'évaluation s'est tenue dans la semaine du 24 septembre 2024 dernier à Lomé, vise la systémisation des échanges d'informations concernant les opérations de transit et autres régimes douaniers, la facilitation, le suivi et la réconciliation des données commerciales entre les parties, la création des systèmes de transfert de documents d'accompagnement pour les opérations de transit et autres régimes douaniers. La totale dématérialisation des procédures d'enlèvement et d'exportation des marchandises et le paiement en ligne des factures a contribué à améliorer la fluidité des opérations. Le président de la Chambre du commerce, d'industrie et de l'artisanat du Niger, pour sa part, s'est fortement réjoui de la présence de cette forte délégation togolaise dans notre pays, qui fait d'ailleurs suite à une première mission d'une délégation ministérielle nigérienne à Lomé. L'objectif des plus hautes autorités étant de faire du secteur privé un pilier de développement économique et social, a-t-il ajouté. À n'en point douter, ces volontés politiques clairement affichées de nos plus hautes autorités nous ont ouvert et balisé la voie à suivre. Il appartient donc aux autorités du port de Lomé et au secteur privé nigérien de l'emprunter et de saisir les nombreuses opportunités qu'elle renferme afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures contenues dans les protocoles d'accord entre le port de Lomé et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et celle du Togo relatif à la mise en place du comité paritaire chargé de l'utilisation du corridor Togo-Niger. Alors il nous paraît opportun de tenir dans les meilleurs délais la première session de ce comité chargé de faire la situation en termes de contraintes et de solutions sur le corridor et de réfléchir sur les mesures d'ajustement nécessaires à cet effet. Au terme des échanges, les deux parties se sont félicitées de l'excellente coopération entre le Togo et le Niger. La délégation togolaise a salué par ailleurs l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Demain 20h, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, portez-vous bien.